Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur le biomimétisme. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour les industriels? On sera avec l'une des startups françaises pionnières dans ce domaine. Du biomimétisme à l'hydrogène vert, on ira du côté de Nantes voir la startup Life qui est en train de structurer toute une filière dans le Grand Ouest autour de cet hydrogène vert, justement. On essaiera de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, on ira ensuite dans les airs, ou en tout cas, on espère pouvoir y retourner bientôt avec Pascal de Isaguirre, le PDG de Corsair, dont la compagnie a été sauvée et restructurée en fin d'année dernière. Et puis on terminera en parlant de redistribution dans l'agroalimentaire en compagnie de Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron? C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Sidney Rostand, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Bioxégie, qui est dans le top 5 des startups mondiales spécialisées dans le biomimétisme selon Startus Insights. Moi, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit point sur ce que c'est que le biomimétisme, parce que finalement, c'est vrai que ça monte un petit peu, mais c'est encore assez confidentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe du biomimétisme? En fait, le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement, une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer de ce que j'appelle l'ingéniosité. C'est-à-dire l'intelligence des mécanismes, des propriétés, des fonctions, parfois même aussi des comportements qui ont été développés par les organismes vivants pour innover. Donc en somme, la philosophie derrière le biomimétisme est très simple. C'est que la nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle développe des techniques pour faire face à ces environnements, et que finalement ces techniques sont ultra optimisées, super sophistiquées, et que ça peut être une source d'inspiration extrêmement intéressante pour créer les technologies de demain. Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que là, on sent un petit frémissement autour de cette approche technologique. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que copier la nature, ça semble hyper évident. Quand on a commencé à faire voler des avions, l'idée, évidemment, c'était de copier les oiseaux. Enfin, voilà. Donc, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait plus tôt? En fait, s'inspirer de la nature, faire de la bio-inspiration, c'est pas neuf. Il y avait déjà Jules Verne, Léonard de Vinci, il y avait des inventeurs français comme Clément Ader qui effectivement se sont inspirés du vol des oiseaux, de principes de sustentation pour créer leur prototype d'avion. Donc c'est pas neuf. Et en fait, il y a même certaines technologies très connues, le Scratch, donc le velcro sur les chaussures, c'est inspiré du fruit de la bardane. C'est un ingénieur suisse qui a développé ça. Oui, c'est le fruit de la bardane. En fait, c'est le système de colonisation du milieu de la bardane. Donc plutôt que d'utiliser des abeilles, elle va utiliser ces fruits qui s'accrochent sur les poils en fait des animaux sauvages. Et un ingénieur suisse qui a observé ça sur son chien, il faisait une balade, c'était dans les années 50, donc c'était ça remonte, voilà, c'était il y a déjà plus de 70 ans, et pourtant c'était une bio-inspiration à l'époque. Et aujourd'hui, le velcro s'est démocratisé partout dans toutes les branches de biens de consommation. Donc c'est pas nouveau le biomimétisme. Sauf que depuis le milieu des années 90, début des années 2000, il y a une prise de conscience affirmée de la part des biologistes et des scientifiques, donc très en amont dans les centres universitaires, les laboratoires de recherche, qu'effectivement il y a intérêt à en faire plus. Ça se fait de façon finalement concomitante avec le développement de la conscience écologique, c'est-à-dire il faut trouver des façons de faire qui sont plus durables, qui sont inscrites dans le temps long. Et du coup, il y a cette double prise de conscience qui s'accompagne aussi d'une meilleure observation du vivant. On a des équipements plus sophistiqués, des microscopes à balayage électronique, etc., qu'on arrive à comprendre ce que fait la nature à des échelles très fines, microscopiques, nanoscopiques, et on arrive à les imiter. Et donc oui, effectivement, maintenant, ça donne lieu à une sorte de démocratisation scientifique depuis 15-20 ans, qui a d'abord commencé aux États-Unis. Donc on parle des grands centres de recherche, le MIT, Harvard, aussi des grandes institutions américaines, la DARPA, l'agence de défense et d'aéronautique américaine, il y a Stanford, Caltech, etc. Donc les grands centres de recherche prestigieux américains se sont lancés là-dedans à la fin des années 90. Après, c'est allé en Chine. Nous, on le voit au travers de la direction scientifique de Bioxégie, c'est qu'il y a une explosion du nombre de brevets, de publications scientifiques en matière de technologie bio-inspirée. Tout cas d'application confondu, ça touche aussi bien l'aéronautique que l'automobile, le textile, l'énergie, j'en passe, c'est des meilleurs. Et du coup, maintenant, il y a aussi une transmission progressive aux industries en aval dans ces pays-là. En Europe... Ça veut dire, là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, en France et en Europe, on est en retard par rapport à la Chine et aux États-Unis ? Oui, très clairement, on est en retard. Quand vous prenez les 25 universités au monde qui déposent le plus de brevets en matière de technologie bio-inspirée, il y en a 17 qui sont chinoises et il y en a 4 qui sont américaines. Ça donne un peu l'ordre de grandeur, en fait, de la prise, de l'avance, en fait, parce que ces pays-là, c'est des grandes puissances. Donc, évidemment, c'est pas un hasard, mais très clairement, il y a des paris qui sont faits. Ils ont pris conscience d'un enjeu
dont nous, on n'a pas encore complètement C'est ça. conscience. Le biomimétisme, moi j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est un signal faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une explosion telle qu'on le connaît aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotique, etc. Mais ça va venir dans 10, 15 ans. Et donc, du coup, effectivement, ces pays se sont prépositionnés. Les entreprises, les industriels de ces pays se saisissent de cette question-là. En Europe, l'Allemagne a commencé à prendre un peu d'avance. En France, on n'est pas non plus... on n'a pas à rougir. C'est-à-dire que le CNRS s'est effectivement saisi du biomimétisme dans ses priorités stratégiques à l'échelle 2023, mais c'était encore très en amont. Donc du coup, maintenant, il y a un besoin effectivement d'une prise de conscience déjà du grand public et des industriels en France. Parce que vous avez l'impression qu'à un moment ou à un autre, ce sera la prochaine révolution industrielle ? Totalement. Je pense qu'effectivement, ça fera partie des prochaines révolutions industrielles. Pour une raison très très simple. Quand on s'inspire du vivant, on s'inspire de son ingéniosité technologique, c'est-à-dire de sa performance. Donc, on crée des technologies qui sont plus innovantes, qui sont plus compétitives et qui permettent de continuer le progrès. Mais en même temps, et c'est le fondement du biomimétisme, c'est d'arriver à concilier cette performance avec la sobriété de principe du vivant. La nature sait créer des matériaux, des structures, elle sait gérer des flux d'énergie, de personnes, d'individus, d'espèces, etc., en sobriété maximale, de façon circulaire et dans des environnements sous contrainte permanente. C'est une question de survie. Donc forcément, quand on s'inspire des mécanismes du vivant, on s'inspire aussi de cette sobriété de principe, et donc on fait... C'est ça le biomimétisme, et c'est ça l'objectif. C'est pour ça que moi je me suis lancé là-dedans. Ouais. On fait ni plus ni moins que d'aller concilier cette notion de progrès et cette notion de sobriété. Et c'est, vous en conviendrez, un des défis principaux des industriels et de notre société dans les prochaines années, quoi. Si je comprends bien, quand même, on a aujourd'hui une technologie qui nous permet d'affiner beaucoup plus à la fois notre connaissance de la nature et notre faculté à peut-être la dupliquer sur des process industriels. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un point où demain on pourra copier tout ce que fait la nature ? Alors, très bonne intuition. Effectivement, nous, on va dire de toute façon à nos clients, on le dit aussi sur les plateaux télé, etc. Il ne s'agit pas de copier trait pour trait le vivant. C'est trop difficile. Et c'est aussi magique, c'est que la nature est tellement sophistiquée. Voilà, elle est tellement sophistiquée. Moi, chaque jour, je découvre des technologies de pointe, en fait. Elle est tellement sophistiquée qu'on ne pourrait prétendre copier et savoir reproduire exactement à l'identique ce qu'elle fait. Mais on peut y tendre de façon tangentielle. C'est pour ça qu'on parle aussi de bio-inspiration. Parfois, il faut créer des croisements, des analogies, où il faut faire avec les moyens du bord, entre guillemets. Les moyens du bord, c'est les moyens humains, des choses que la nature fait à des échelles très fines, avec les températures, pression ambiante, avec des matériaux abondants. Enfin, quand vous regardez le tableau périodique de l'être humain, un smartphone, c'est tous les éléments. Alors que la nature, elle fait tout de façon plus poussée, avec des éléments qui sont abondants dans les écosystèmes, l'azote, l'oxygène, le carbone, etc. C'est ça qui est incroyablement sophistiqué. Donc, notre mission, je pense que c'est la mission de tous les biomiméticiens à l'échelle du monde, parce que c'est ça le nouveau mot, les biomiméticiens, enfin c'est un nouveau métier. Et bien effectivement, on va essayer de façon tangentielle à reproduire, mais sans jamais vraiment y aboutir. Alors l'idée quand même derrière, c'est d'aller sur des applications industrielles. Tout à fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec les industriels et comment ils vous perçoivent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils arrivent à comprendre ? Est-ce qu'ils voient leur intérêt d'aller dans ces recherches-là qui, en plus, je suppose, nécessitent pas mal d'investissement et de R&D ? Alors, je ne vais pas vous le cacher, la première mission de Bioxégie, c'est d'abord de faire de la pédagogie. Parce qu'effectivement, c'est complexe d'arriver à convaincre des industriels sur une notion aussi farfelue que le vivant. Je veux dire, quand vous allez voir un Dassault ou un Safran ou n'importe quel autre industriel, par exemple dans l'aéronautique, j'en parle parce que c'est un peu d'actualité, et que vous leur dites, écoutez, vous pouvez alléger vos structures grâce aux ailes des libellules, on peut éventuellement aller créer des nouveaux capteurs avec les yeux des libellules, etc. Tout de suite, en fait, vous voyez finalement ce côté très farfelu. Imaginez les ingénieurs dans les bureaux d'études avec 20 ans, 30 ans de carrière, etc. Tout de suite, c'est quelque chose de très disruptif pour eux. Donc, il faut accompagner ça avec déjà un discours. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux ? C'est ça, en fait. Voilà. Le risque, c'est de ne pas être pris au sérieux. Si vous mettez à leur parler des yeux des libellules, j'imagine que la première fois, ils doivent vous dire... Mais c'est ça, c'est complexe. Donc, il faut apporter des preuves. C'est aussi pour ça qu'on a notre direction scientifique, c'est qu'on apporte des preuves, on montre ce qu'on a fait, et au fur et à mesure, ça commence à se débloquer. Mais finalement, on doit convaincre au même titre que les premières entreprises dans le digital, il y a 20 ans, devaient convaincre de l'intérêt du digital. Peu à peu, ça va se débloquer, et là-dessus, je suis confiant. Donc nous, notre métier, il est ni plus ni moins que de développer une expertise crédible en France autour de cette notion du biomimétisme, et donc d'arriver, en tant que bureau d'études et d'ingénierie, à développer et concevoir des technologies qui répondent aux enjeux de nos clients industriels. Et c'est tout secteur confondu, et d'ailleurs, on ne travaille pas qu'en France, on travaille en Europe aussi.
Alors ensuite, une fois que vous les avez convaincus, ces industriels, comment est-ce que vous travaillez avec eux et comment, deuxième question, est-ce qu'une fois que vous avez réalisé un prototype, vous arrivez à passer à l'échelle? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez technique et assez compliqué. Et tout l'intérêt de l'industriel, c'est ensuite de pouvoir évidemment le dupliquer. Alors, les industriels, ils viennent en fait avec des défis. C'est les défis de leur département R&D, département innovation. Donc, vous imaginez effectivement un Dassault, un Safran, un EDF, etc., qui viennent avec leurs défis industriels. Et donc, ils nous les expriment. Parfois, c'est très périmétré. Parfois, c'est des enjeux un peu plus vastes. Donc, on est soit dans ce qu'on appelle du problem solving, des verrous technologiques qu'on essaye de résoudre, soit dans du développement New Product Introduction, hein, donc dans du développement disruptif. Imaginez un train d'atterrissage à plus 10 ans. Imaginez un nouveau algorithme sur le réseau électrique français. C'est des genres de défis un petit peu projetés vers l'avenir, très exploratoires. Et donc ensuite, notre métier, c'est d'aller comprendre comment la nature répond à ce défi-là. Je pourrais vous donner des exemples. Oui, allez-y, j'aimerais bien qu'on rentre dans le concret. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut faire? Prenons un exemple. Vous avez une filiale d'Engie qui est venue vers nous avec un défi qui était de résoudre les fuites de gaz sur les pipelines, hein, donc sur les réseaux d'acheminement. C'est problématique environnementalement parlant et aussi économiquement parlant, évidemment, pour le consommateur final, quand vous avez plein de mètres cubes de gaz qui fuient à cause du réseau qui vieillit, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on a fait? D'abord, on est allé comprendre comment est-ce que la nature détecte certaines molécules. Et finalement, il y a énormément de solutions différentes. Donc tout ça, c'est des biologistes chez Bioxégie qui vont venir défricher un petit peu ce qui se fait. Et au final, on s'est arrêté sur un modèle biologique, ce qu'on appelle un système biologique de référence. Donc c'est le modèle dont on va s'inspirer. C'est le Bombyx du mûrier. Le Bombyx du mûrier, c'est l'adulte, le papillon adulte du ver à soie, qui doit repérer les femelles à plus de 16 km pour se reproduire. Or, une femelle qui va lâcher quelques phéromones dans l'atmosphère, c'est évidemment... Il est capable de les repérer à 16 km. 16 km, donc c'est des quantités infimes. Donc comment il s'y prend? Il a des sortes d'antennes en fait sur les côtés de sa tête qui ont... C'est presque un peu des peignes inversées. Donc vous avez des petites lamelles. Ces lamelles sont poreuses et elles vont venir capter et fixer en fait des infimes quantités de phéromones à vraiment des dizaines de kilomètres de distance. Une fois que c'est fixé, vous avez la membrane qui va commencer à vibrer. Et il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et en fonction de l'amplitude de vibration, vous êtes capable de plus ou moins déterminer, enfin le Bombyx est capable de plus ou moins déterminer la densité de phéromones présentes dans l'air. Donc déjà c'est du hardware, mais il y a aussi du software, le comportement, c'est-à-dire qu'en fonction de son déplacement, de la température, du taux d'humidité, du vent, etc., il va aussi retrouver la source initiale. Eh bien nous, faut vous imaginer que déjà on décrypte ce modèle biologique, il faut le comprendre, il faut comprendre comment ça se passe, et puis après il faut en créer un modèle technologique. Donc on fait de la conception technologique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une membrane donc avec des membranes métalliques. En fait, c'est pas des membranes biologiques, des membranes métalliques qui viennent fixer des molécules de THT qui sont présentes dans le gaz et qui donc fuient avec le gaz. On les fait vibrer de la même manière, et puis après on a tout un software, c'est-à-dire un algorithme qui est capable aussi de retrouver la source de la fuite. Résultat des courses, aujourd'hui, c'est un prototype, aujourd'hui dans nos estimations, c'est 1000 fois plus performant que les capteurs optiques de détection de gaz. Je vous laisse imaginer évidemment le potentiel de cette technologie dans plein d'autres cas d'application, détection d'armes chimiques, dans la défense il y en a aussi, détection de fuite, détection chimique, dans la santé ça peut être très intéressant aussi. Donc c'est un des exemples, une des technologies parmi tant d'autres qu'on développe, quoi. Mais là vous êtes encore au stade de prototype, donc comment est-ce qu'on industrialise après derrière? Ça, le biomimétisme n'échappe pas aux règles de développement traditionnelles qu'on a dans l'industrie. D'ailleurs, nous, on utilise en fait ce qu'on appelle les TRL, qui parleront aux amis industriels qui nous regardent, les Technology Readiness Level. Ça a été développé par la NASA pour leur programme Apollo dans les années 60. Donc, c'est des leviers de maturité successifs. Donc, d'abord, vous êtes sur des concepts qui sont vraiment disruptifs, où vous établissez des premières lignes de concept. Ensuite, vous faites de la conception assistée par ordinateur, des premiers prototypes ou pilotes expérimentaux, et puis des pilotes industriels, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et finalement, Bioxégie aujourd'hui a 3 ans. Les technologies qu'on développe sont tellement complexes qu'en fait, le plus grand des programmes qu'on a débuté au début de notre entreprise, aujourd'hui, il est prêt à être commercialisé, mais à peine. Tout ça, ça prend du temps. C'est pas aussi facile que créer une application, etc. C'est vraiment complexe. Et Bioxégie s'y prend pas. À 3 ans, ça me paraît pas non plus...
Ah bah si, quand on parle quand même de technologie à des échelles très... Non, mais ça me paraît pas très long, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, mais justement, c'est pour vous dire, c'est que la Je plupart... m'attendais à ce que vous me disiez on sera prêt dans 10 ans, quoi. Donc, Non, ça dépend. Si évidemment on travaille sur des composites, des matériaux composites ultra précis ou des médicaments qui doivent être aussi validés par les industriels avec lesquels on travaille, évidemment ça prend du temps avant d'être commercialisé. Mais finalement, on a déjà des projets qui durent 12 mois, 14 mois, parfois 3 ans, effectivement. Enfin, la plupart du temps, on s'y prend quand même bien. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne travaille pas seul. C'est ça ce qui est génial en matière de biométis, c'est qu'on peut utiliser les compétences nationales. En fait, on travaille avec des laboratoires, les unités mixtes de recherche du CNRS, des laboratoires ici en France, l'école des ponts et chaussées quand on travaille sur du BTP, par exemple. Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas seul en fait à faire ça. Vous avez l'impression qu'en France, il y a quand même justement un écosystème qui est prêt à vous aider dans vos recherches. On a beaucoup critiqué la recherche française ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, elle est là et elle vous accompagne bien comme il faut? Alors, la recherche française, je pense, d'expérience, n'est pas forcément autant habituée, par exemple, que la recherche, je suis franco-allemand, je le vois en Allemagne, que la recherche allemande ou la recherche anglo-saxonne dans son lien avec les industriels. Donc, la courroie de transmission est plus complexe, on le sait. Mais pour autant, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des compétences vraiment très poussées qui nous permettent d'aller finalement orchestrer sur des sujets particuliers, des spécialistes, des laboratoires, des techniciens de laboratoire, etc. Et du coup, la plupart du temps, on crée des projets tripartites entre Bioxégie, son client industriel et un laboratoire en France. Et je pense que c'est ça qui permet aussi de réindustrialiser notre pays et de fixer des compétences sur le sol national. À un moment, il faudra structurer une filière. Oui, j'en suis convaincu. Il y a une filière qui s'est structurée depuis maintenant 10 ans environ, qui est pour l'instant très universitaire, très associative, mais au fur et à mesure de l'avancée des preuves justement des technologies, et nous on compte bien finalement faire notre part, eh bien vous allez effectivement avoir une filière de compétences qui va se développer, qui va être soutenue justement par les grands centres de recherche, le CNRS au premier rang desquels le CNRS. Nous l'espérons aussi bientôt, le gouvernement, les cabinets ministériels, etc., parce qu'il y a un rôle, encore une fois, stratégique à jouer là-dessus. Il ne faut surtout pas qu'on prenne du retard sur les grandes puissances, parce que sinon, on va se retrouver à la traîne dans 10 ans. Un peu comme avec les GAFA, on va avoir la même expérience. Il faut créer des champions nationaux. Heureusement, nous, on a été quand même assez bien soutenus par certains acteurs. On commence à être vraiment soutenus aussi par nos clients industriels et par parfois aussi les COMEX de grands groupes français. Donc, tant mieux. On leur est finalement assez reconnaissant aussi de nous faire confiance sur ces points-là. Donc, on espère effectivement pouvoir s'exporter et on commence à s'exporter. Donc, on a vraiment créé une expertise française qui aujourd'hui s'exporte en Suisse, on commence à s'exporter en Allemagne, etc. Et c'est grâce aussi à nos clients. Et ce qui est génial là-dedans aussi, c'est que vous avez certains clients qui reconnaissent tout à fait que quand on crée une technologie bio-inspirée de pointe, finalement, elle est tellement disruptive qu'elle peut être intéressante sur leur cas d'application. Ça nous est arrivé par exemple dans le BTP, mais ça peut être intéressant aussi dans d'autres cas d'application industrielle sur d'autres secteurs. Donc vous avez certains de nos partenaires qui nous disent, grâce à leur venture capital, venez, on va faire une co-entreprise, une spin-off Bioxégie plus notre client initial. Donc effectivement, on espère aussi créer des champions nationaux ou en tout cas des startups de la deep tech biomimétique dans ce cadre-là. Alors, on parle beaucoup évidemment de tous les défis environnementaux en ce moment. Vous pensez que le biomimétisme aujourd'hui, c'est la seule façon de répondre aux défis de la soutenabilité? Alors, pour moi, ce n'est pas la seule façon, mais pour moi, c'est une façon de le faire. Déjà, bon, ça me concerne à titre personnel. Je pense que la transition écologique, elle ne se fera pas qu'avec de l'innovation. Elle se fait aussi par repenser nos modes de production économique, repenser notre mode de consommation, etc. Cela dit, l'innovation est utile pour faire de la transition écologique. Ça, c'est normal. Il faut transformer nos technologies. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, le biomimétisme est une des meilleures solutions dont on dispose. À titre plus large, on appelle ça les nature-based solutions, c'est-à-dire toutes les solutions technologiques qui se basent sur le savoir-faire du vivant. Et moi, j'en suis convaincu, et en tout cas Bioxégie, vous pouvez compter sur nous, fera sa part là-dessus, c'est qu'effectivement, ça sera une des dimensions principales des transformations écologiques. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que nous challenge nos clients industriels. C'est clair et net. Ils veulent faire du biomimétisme pour arriver à remplacer leurs matériaux, trouver des nouveaux ingrédients, trouver ou alléger le poids de certaines technologies, réduire leur consommation électronique, énergétique, etc. Donc, en fait, oui, on est à fond dans la transition écologique, mais on n'est pas la seule solution. On sera une des principales, je pense, dans 10 ans. Merci beaucoup, Sidney Rostand, fondateur Merci. et CEO de Bioxégie. Et on va maintenant parler d'hydrogène vert avec Mathieu Guéné, PDG de Life, start-up nantaise qui est spécialisée justement dans la production d'hydrogène vert et qui est avec nous en duplex. Bonjour Mathieu Guéné, merci d'être avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 4 ans, vous avez fait le pari de cet hydrogène vert ?
Bonjour. Il y a 4 ans, Life part du constat de 2 choses. Une première chose, c'est le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre qu'on émet vont avoir un effet de serre pendant 100 ans. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les catastrophes vont s'accélérer et qu'il faut absolument tout couper, toutes les émissions de gaz à effet de serre, le plus vite possible. Et un des enjeux, c'est de décarboner la mobilité lourde, l'industrie qui est très difficile à décarboner. Une des solutions, c'est l'hydrogène. Or, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas disponible du tout. C'est très difficile d'en acheter, c'est très difficile de s'en procurer en grande quantité et à prix compétitif. Et encore moins vert, de l'hydrogène produit de façon écologique. Life part donc de ce double constat, c'est qu'on doit agir maintenant, non pas pour nous, mais surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et puis, qu'il faut rendre l'hydrogène disponible en grande quantité et un hydrogène écologique. C'est ça l'ambition de Life. Alors, quel est l'enjeu auquel vous tentez de répondre? C'est plutôt les poids lourds, les camions, les camionnettes ou au contraire les voitures particulières? Il y a déjà beaucoup de solutions qui existent pour adresser nos enjeux. Un des trucs qui reste à faire et qui est assez difficile à adresser, c'est ce que vous dites, c'est les camions, c'est les bus, c'est tout ce qui est mobilité lourde, qui va avoir besoin de beaucoup d'autonomie. Et aujourd'hui, on a du mal à le faire avec les batteries. L'hydrogène est une solution parfaite pour les camions, pour les bus et pour toutes les voitures, comme on le voit ici à l'écran, qui vont avoir besoin de plus de 350 km d'autonomie. C'est donc une partie de la solution, mais il va falloir également du biogaz, des batteries, des smart grids, de la rénovation énergétique du bâtiment, de la sobriété. C'est un bouquet de solutions, mais l'hydrogène, c'est quasiment 30% de solutions si on rapporte ce que peut faire l'hydrogène sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui. Alors, vous le disiez, c'est un gaz, l'hydrogène, qui doit être fabriqué, qui n'existe pas comme ça. Comment est-ce que, du coup, on s'assure que l'hydrogène qu'on produit, il est bien vert? Alors, c'est un gros enjeu. Effectivement, l'hydrogène n'existe pas. C'est un gaz, il n'existe pas à l'état naturel et il faut le produire. Et pour le produire, il faut de l'énergie. Cette énergie, si on le fait comme on le fait aujourd'hui, on le tire d'énergie fossile. Et donc là, si on utilise l'hydrogène pour alimenter une voiture, on a juste décalé l'énergie fossile un petit peu dans la chaîne de la valeur, mais ça reste basé sur des énergies fossiles. Il faut le faire de façon écologique. Pour le faire de façon écologique, il faut se baser sur des énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien, comme les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, la seule façon de s'assurer que l'hydrogène est effectivement écologique et effectivement vert, c'est d'utiliser une machine qui produit de l'hydrogène, qu'on appelle du doux nom d'électrolyseur, et de connecter cette machine directement à un barrage hydroélectrique, directement à une éolienne, directement à un panneau solaire. Et là, on a des électrons qui viennent de cette énergie qui nous permettent de produire ce gaz qu'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, il est présent dans l'eau, H2O, et donc on l'extrait, cet hydrogène, de l'eau. On n'a pas besoin de quantité phénoménale d'eau. Grosso modo, 10 litres d'hydrogène, 10 litres d'eau, ça suffit à produire 1 kg d'hydrogène. Donc c'est une petite quantité d'eau. Mais alors, si je comprends bien, vous pluguez votre système sur des panneaux solaires existants, par exemple, ou des éoliennes. Ça, je le comprends bien. Mais ça veut dire que derrière, vous devez avoir quand même des problèmes de fluctuation de production d'énergie. C'est tout l'enjeu qu'on a avec certains types d'énergie qu'on voit beaucoup partout dans le monde, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il n'y a pas tout le temps du vent, il n'y a pas tout le temps du soleil. Et donc, il s'agit pour notre usine de production d'hydrogène d'être compatible de la fluctuation de puissance qui est liée intrinsèquement à ces énergies solaires et éoliennes. C'est ce qu'on voit à l'image, c'est l'usine qu'on construit, qui est reliée aux éoliennes qu'on va voir dans quelques secondes. Et cette usine, elle a comme spécificité d'avoir des matériels qu'on a conçus à l'intérieur qui servent à produire l'hydrogène, qui sont compatibles des fluctuations de puissance. Et aussi, on a une couche d'intelligence logicielle par-dessus qui nous permet de prédire la disponibilité de l'énergie renouvelable, comme ici on voit les éoliennes qui tournent, et puis prédire le stock qui est nécessaire pour livrer nos clients quoi qu'il arrive. Imaginez aujourd'hui, on livre des collectivités qui ont des bus à hydrogène. Ces bus à hydrogène, ils ne peuvent pas tourner uniquement quand il y a du vent. Donc il suffit pour nous d'avoir une intelligence qui permet de dimensionner le stockage d'hydrogène nécessaire pour alimenter quoi qu'il arrive, qu'il y ait du vent ou pas, ces bus comme Le Mans, comme La Roche-sur-Yon et toutes les villes qui sont en train d'investir dans des matériels roulants à hydrogène.
Oui, parce que l'usine qu'on vient de voir là, elle est située à Boin, en Vendée, sur la côte vendéenne. Elle est en cours de construction. Votre objectif, c'est de la mettre en service à l'été ? Tout à fait. Dès cet été, vous pourrez rouler à l'hydrogène en Vendée sur la base de ce gaz, de cet hydrogène, ce nouveau carburant qui est produit à partir d'eau de mer et de vent. Vous pourrez rouler et vous alimenter dans l'une des 5 stations qui sera construite en Vendée et disponible. Et à la sortie du pot d'échappement, vous aurez de l'eau. C'est donc un circuit qui est assez magique. C'est qu'on part de l'eau, on crée un carburant qui ne rejette au niveau du pot d'échappement que de l'eau. Et tout ce circuit est alimenté en énergie par du vent, par des éoliennes. C'est ça que la femme et l'homme ont réussi à concevoir, c'est la partie production de l'hydrogène et les véhicules qui sont aujourd'hui disponibles partout. Vous allez chez le concessionnaire Toyota, vous pouvez acheter une voiture à hydrogène. Nous, on a notre propre voiture à hydrogène qu'on a achetée chez le concessionnaire du coin. Et donc, on a ça qui est disponible, qui est à notre portée. C'est absolument génial. Votre usine, elle tourne pas encore, elle tournera donc à partir de cet été. Et j'ai lu que vous avez déjà 40 autres projets dans les cartons en Europe. Vous êtes hyper confiant dans votre solution là. C'est sûr, ça a marché. Alors nous, on est hyper confiants, et non seulement nous, on est confiants, mais les industriels qui développent des voitures sont confiants, l'Europe est confiante. Rendez-vous compte, c'est un plan à 480 milliards d'euros en Europe sur l'hydrogène. Le plan français sur l'hydrogène, il est à 7 milliards d'euros, c'est 10 fois plus que le plan français sur les batteries. Donc non seulement je suis confiant, mais j'ai toute une cohorte de confrères qui sont aussi confiants, voire plus confiants que moi, et les gouvernements les premiers. Oui, d'ailleurs, effectivement, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de l'hydrogène et de l'hydrogène vert notamment en ce moment. Je voyais notamment Air Liquide qui a investi en 5 ans 500 millions d'euros dans l'hydrogène vert, qui vient de prendre une participation dans une boîte en Normandie qui s'appelle H2V Normandie, qui fait de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Comment est-ce que vous comptez rivaliser, vous, petite start-up, avec un mastodonte pareil ? Ce qui est génial pour nous, c'est que ce siècle-là, c'est le siècle des startups, c'est le siècle du financement des énergies renouvelables. Et nous, on n'a pas à arbitrer entre une technologie et une autre. On met tous nos bras, toute notre énergie, tout notre argent sur le développement de l'hydrogène vert, et on n'a pas des plans à 2035 ou 2050 pour transformer notre entreprise. Nous, on est une entreprise qui mise tout dès maintenant sur l'hydrogène, et notre motto, ce qui nous anime au quotidien, c'est d'agir maintenant. Donc les investissements et les usines, on les fait maintenant, on les construit maintenant et on produit de l'hydrogène maintenant. Et je pense qu'il faut cette agilité, il faut des initiatives privées telles que la nôtre pour arriver à adresser nos enjeux, parce que ce qu'on doit faire, c'est pas 2035, c'est pas 2050, hein, c'est d'avoir d'ici 2030 diminué la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand vous voyez qu'un bus, ça roule pendant 10 ans, qu'un camion de ramassage d'ordures, ça roule pendant 10 ans, il faudrait quasiment que tout ce qu'on fait aujourd'hui soit à moitié vert. Et donc c'est pour ça que nous, étant agiles, ayant des capacités d'investissement, on arrivera à le faire beaucoup plus vite que d'autres. Il y a effectivement cet engouement pour l'hydrogène dont on vient de parler. Il y a aussi pas mal de critiques qui viennent d'ONG, notamment, qui disent que voilà, l'hydrogène, c'est trop instable, voire c'est dangereux pour l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça ? Alors, sur l'instabilité, on est en Europe. C'est un continent qui est bien structuré. La voiture qu'on a, c'est la voiture qui a été jugée en 2019, quand elle est sortie, la 3e voiture la plus sûre de l'année. Elle passe les crash tests. Les bus à hydrogène qui roulent à Pau, qui roulent à Hambourg, peuvent accueillir bien sûr femmes et enfants, poussettes, etc. Alors qu'il y a des réservoirs d'hydrogène sur le toit. Donc tout ça, c'est bien géré. Maintenant, toute cette sécurité est tout à fait gérée. Et c'est vraiment réglementé, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà 1 million de tonnes d'hydrogène qui sont produits par an en France. Et il y a déjà 4000 tonnes qui roulent, qui sont transportées par la route tous les ans en France, d'ores et déjà. Donc tout ça, c'est déjà bien géré. Ouais, j'ai eu l'occasion de me plonger dans la littérature consacrée à l'hydrogène vert et au transport notamment. Et certains professionnels, il y a pas mal de matières, je vous avoue que j'y ai passé un peu de temps. Il y a des professionnels du secteur qui jugent quand même que les camions... que les batteries électriques et le biométhane pour les camions seront plus avantageux que l'hydrogène vert qui devrait être réservé selon eux plutôt à l'industrie. Vous, c'est pas du tout votre ligne.
L'hydrogène, c'est un super vecteur pour aller décarboner des secteurs industriels qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, c'est vrai. Rappelons que dans nos émissions de gaz à effet de serre, globalement, il y a à peu près 16% qui sont liés au transport, donc à tout ce qui a des roues, grosso modo, et puis 25%, donc une part plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'industrie, en particulier l'acier, en particulier la chimie. Et là, pour l'acier, pour la chimie, l'hydrogène vert est une solution avec des leviers gigantesques en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, la partie émergée de l'iceberg, la partie qui parle à beaucoup, sont les camions, les voitures, parce qu'on voit ça au quotidien, alors qu'on voit un peu moins des aciéries au quotidien. Mais un camion, aujourd'hui, si vous voulez le décarboner, et que vous essayez d'avoir 1000 km d'autonomie, il n'y a pas 12 000 solutions. Vous ne pouvez pas mettre de batterie, sinon vous tirez que des batteries, vous n'avez plus de place pour le fret. Un 44 tonnes qui devrait avoir 1000 km d'autonomie à base de batterie comme un camion classique, il n'y a plus de place pour tirer du fret, pour embarquer des marchandises, alors qu'avec un camion à hydrogène, vous faites un moteur à hydrogène qu'on appelle une pile à combustible, et puis vous faites un gros réservoir d'hydrogène, comme aujourd'hui on a des gros réservoirs de GPL sur les voitures ou sur les camions au gaz, et ça y est, vous avez un camion qui est complètement décarboné. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas des masses de solutions pour tout ce qui est transport lourd et longue distance, et c'est pour ça que l'hydrogène va s'imposer en partie. Et comme je le disais en préambule, il faudra des batteries, il faudra du biogaz, mais étant donné nos enjeux et tout ce qu'il nous reste à faire, un chiffre, 54 millions de camions, 54 millions de camions en Europe aujourd'hui sur les routes, et il n'y en a que 1% qui est décarboné. 1%, c'est-à-dire que 99% du problème reste à traiter, et donc il y aura de la place pour toutes ces technologies. J'ai lu aussi que vous coordonniez le projet Vigo pour Vallée Hydrogène du Grand Ouest, qui est un consortium de 10 partenaires pour mailler les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité comme ça structurer la filière alors qu'elle en est quasiment à ses balbutiements ? Il faut vraiment amorcer les choses. Et comment amorcer les choses ? Il faut qu'il y ait de l'hydrogène disponible et il faut qu'il y ait des pompes sur les stations-service qui distribuent de l'hydrogène. Et il faut qu'il y ait des clients aussi, parce que personne ne va investir dans la production d'hydrogène, personne ne va investir dans les stations-service à hydrogène s'il n'y a pas de clients. Donc il est indispensable qu'au début, il y ait une locomotive qui est Life, qui amorce le fait d'avoir en parallèle la production d'hydrogène, la disponibilité d'un endroit où aller se recharger en hydrogène et des clients, des gens qui achètent des véhicules à hydrogène. Et une fois qu'on a démarré ça, une fois qu'on a synchronisé la production, les pompes et les clients, on commence à avoir de l'hydrogène disponible, on commence à avoir des pompes et on va aller vers un marché qui sera de plus en plus mature. Mais il fallait bien amorcer les choses et on s'est retroussé les manches comme on le fait souvent et on a lancé les choses sur le Grand Ouest. Merci beaucoup Mathieu Guéné, je rappelle que vous êtes le PDG de Life. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant en compagnie de Pascal Deisaguirre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Corsair. Vous avez passé les derniers mois à vous battre pour sauver votre compagnie après la sortie notamment de vos 2 actionnaires de référence, TUI et Intro. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors d'abord, un plan de financement a été bouclé en 2020, donc qui s'est terminé par une solution qui nous a apporté 300 millions d'euros de financement, ce qui permet bien sûr de voir venir et de passer la crise. Un fort soutien de l'État français, qui je crois a tout à fait pris conscience du côté stratégique de la compagnie Corsair. Et puis un nouveau tour de table, de nouveaux actionnaires, des entrepreneurs privés. Donc voilà, donc nous avons tout pour redémarrer. Encore faut-il attendre le redémarrage. Voilà. Oui, qui se fait un peu attendre. Effectivement, il y a eu effectivement une mobilisation très forte de l'État derrière vous. Il y a eu des entrepreneurs antillais aussi. C'était important d'avoir un collectif et notamment d'entrepreneurs locaux pour pouvoir redémarrer. Oui, c'est très important parce que vous le savez, une grande partie de notre exploitation, ce sont les départements d'outre-mer, les Antilles et la Réunion. Donc le fait d'avoir une très forte majorité d'investisseurs, de chefs d'entreprise basés non seulement aux Antilles, puisqu'on en a en Guyane, on en a à la Réunion, c'est très important évidemment parce que ça nous apporte une dynamique, ça nous apporte des possibilités de synergie, du business additionnel, un réseau relationnel, une implantation locale très très forte. Donc c'est vrai que c'est un atout très important pour la reprise. Comment
Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces derniers mois? Parce que déjà, effectivement, vous étiez logé à la même enseigne que vos confrères des autres compagnies aériennes, c'est-à-dire que tout le monde a pris la tempête et tout le monde s'est arrêté. Mais en plus, vous avez subi le changement d'actionnaire. Comment est-ce qu'on garde le cap dans des conditions pareilles? Oh, vous savez, il faut avoir le calme des vieilles troupes, l'expérience, la résilience, etc. 2020, déjà, je me suis donné complètement dans la solution de sauvetage de la compagnie Corsair. Bon, ça c'est bien terminé. Maintenant, je dirais, après, vous savez, on est habitué, il faut avoir une certaine capacité d'adaptation. Donc voilà, maintenant, vous savez, le point majeur, c'est la reprise à partir de quand? Parce qu'il faut reconnaître que chaque mois qui passe se traduit pour toutes les compagnies aériennes par des pertes très importantes. Bon, et donc on ne peut pas rester durablement dans une telle situation non plus. Aujourd'hui, vous avez des avions qui volent un peu ou tout est Très à l'arrêt? peu, vous savez, nous, on est à moins 80% d'activité, nous comme les autres compagnies, donc il y a eu les motifs impérieux. On a une petite reprise, vous en souvenez, quand ça s'est à nouveau libéralisé en fin d'année et puis tout début de l'année 2021. Et puis depuis l'instauration des motifs impérieux courant février, on est tous tombés à moins 80%. Donc moins 80%, c'est très très difficile. Donc on vole très peu, on a des avions sous-utilisés et on a des personnels navigants qui ne volent pas assez. Ce qui pose des problèmes aussi, évidemment, en matière de qualification, etc. Oui, pour la reprise, ça va être... pour la reprise, oui. Comment vous allez l'anticiper? Ça veut dire qu'il va falloir que vos pilotes refassent les heures de vol juste avant? Écoutez, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent maintenir, bien sûr, leur qualification et leurs compétences. Ça nous coûte assez cher, puisque là, parfois, on doit faire des ronds en l'air, vous voyez ce que je veux dire, pour leur faire à vide des atterrissages et des décollages. Donc ça, c'est la priorité. Et d'autant que pour nous, en plus, nous sommes en période de recrutement, puisqu'on augmente la flotte, puisque vous savez qu'on introduit des nouveaux appareils à 330 Neo entièrement neufs. Donc là, on en reçoit 3 en 2 mois. On en recevra 2 par la suite. Donc effectivement, bon, mais ça, c'est notre job, si vous voulez, que de s'adapter à la situation. Moi, j'étais un peu surprise de voir qu'effectivement, vous aviez reçu ces avions neufs. Je me suis dit, ils sortent à peine d'une crise, puisqu'on est encore dedans. Vous auriez pu décaler ces livraisons? Pourquoi vous... Alors, on les a décalés autant que possible, mais on n'a pas pu plus les décaler. Et je crois que c'est une marque de confiance, vous savez, dans l'avenir du transport aérien, parce que c'est quand même une industrie de croissance. Donc, on sait que quand ça repartira, on peut espérer un rebond assez fort. Et puis, même les perspectives tendancielles sont quand même très, très positives. Et puis, c'est une grande marque de confiance dans l'avenir de Corsair, puisqu'on accroît la capacité, on accroît le nombre d'avions. Voilà, on est conquérant, nous y croyons et on est dans les starting blocks pour la reprise. La reprise qui quand même sera sans doute plus lente que ce qu'on avait espéré, parce que je voyais les derniers, l'IATA a dit la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, qu'en raison du retard des campagnes de vaccination, la reprise allait être décalée. L'IATA prévoit un trafic aérien mondial à 43% de son niveau d'avant-crise sanitaire pour cette année. Elle était sur une prévision à 51% en décembre. Ouais. Vous êtes dans ce même schéma-là? Vous pensez que ça va être très long, ce redémarrage? Non, je suis plus optimiste. Je vous dis pourquoi. Parce que justement, on est sur une composante majoritaire de trafic loisirs et affinitaire, c'est-à-dire les expatriés, les gens qui doivent voyager pour leur famille, les étudiants, les Antillais, les Réunionnais en métropole, les métropolitains dans les départements d'outre-mer. Et on a constaté dans le passé, si vous voulez, c'est le trafic le plus robuste et le plus résilient. C'est-à-dire, c'est celui qui repart le plus facilement. Il ne faut pas oublier non plus que Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion, ce sont des lignes plus que millionnaires. Et vous n'en avez pas tellement sur le marché français. Donc je suis assez optimiste. Je pense que ce qui va repartir avec beaucoup de difficultés et un étiage moins élevé, c'est le trafic à faire. Oui, bien sûr. Ça, les compagnies qui ont majoritairement misé sur ce trafic à faire, ça va être très compliqué. Mais quand on a du trafic loisir et affinitaire, et quand je dis loisir, vous savez, il y a une telle frustration accumulée, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, de partir en voyage. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Voilà, c'est le cas de tout le monde. Je n'entends que des gens qui me disent, dès qu'on peut partir, nous partons. Donc je pense que cette frustration, elle va s'exprimer le jour où les vannes seront ouvertes à nouveau. Et donc, on aura une demande assez forte. Donc, moi, ça me rend plus optimiste pour Corsair, compte tenu de notre typologie de destination et de notre typologie de clientèle. Mais ça va être des réservations de dernière minute. Parce que là, on ne voit pas comment... Enfin,
Peut-être que vous avez d'autres indicateurs, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas encore complètement se projeter sur ce que sera l'été ou l'automne. On ne peut pas se projeter. Et là, si vous voulez, on est en attente d'une clarification de la position exprimée par le chef de l'État, parce que rien n'a été dit sur les voyages, rien n'a été dit sur les levées des motifs impérieux. Donc, effectivement, nous, on a besoin d'un cadre. Donc, vous avez raison, là, pour l'instant. La situation à laquelle nous sommes confrontés, nous les transporteurs aériens, c'est que non seulement nous n'avons pas de trafic, nous n'avons pas de réservation. C'est-à-dire que le cash rentre très très difficilement. Et effectivement, les réservations, on voit bien que tout le monde est dans l'attente. Quand est-ce que je vais pouvoir voyager ? Où vais-je pouvoir voyager et dans quelles conditions ? Parce que ça, c'est un autre élément très très important, c'est que les conditions de la reprise, vous entendez parler de passe sanitaire, de certificat vaccinal, bref, c'est un peu la foire d'empoigne avec plusieurs solutions. Et nous sommes dans une industrie qui a besoin de normes, de standards et de standards internationaux. Donc on a besoin de coordination non seulement au sein de l'Union européenne, mais sur les destinations internationales. Et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Justement, vous, le pass sanitaire ou le passeport vaccinal, vous y êtes favorable ? Alors moi, je suis extrêmement favorable. Ça fait des mois que j'y suis très très favorable. Je vois bien qu'en France, sous prétexte du sacro-saint principe d'égalité, on dit que ça n'est pas possible. Mais je pense que la France va devoir y venir parce que d'autres États vont le faire, des compagnies aériennes étrangères vont le faire. Et donc c'est quelque chose qui va s'imposer. Donc nous avons d'ailleurs, toutes les compagnies aériennes ainsi que Aéroports de Paris, etc., ont écrit hier au Premier ministre pour lui demander justement une clarification sur les perspectives d'ouverture. Nous faisons des propositions et je vous dis, on a besoin d'un cadre précis. Donc, je vous fais d'ailleurs remarquer qu'aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, qui est une destination que Corsair dessert, vous devez avoir la vaccination de la fièvre jaune. Ça n'a jamais choqué personne. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'imposerait pas d'être vacciné ou d'avoir un test négatif. Mais je pense que si nous n'avons pas ce cadre, le transport aérien ne repartira pas. Et alors... Il y a eu un appel, notamment d'Alexandre de Juniac, le patron de l'IATA, dans Les Échos, je crois, il y a une semaine ou deux, où il disait finalement, à un moment, il faudra qu'il y ait un mouvement de restructuration dans le transport aérien, parce que c'est plus possible d'avoir comme ça trop de compagnies. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis-là ? Alors, écoutez, je vais vous parler du marché français. Je ne le crois pas parce que le mouvement de consolidation, il a déjà eu lieu. Je rappelle qu'il y a environ 18 mois, 2 compagnies aériennes françaises, XL et Aigle Azur, ont fait faillite, ont disparu du marché. Et à côté du mastodonte, le groupe Air France, vous n'avez plus que 3 compagnies françaises d'une certaine taille, dont Corsair, qui est une entreprise privée. Donc, si vous voulez, si on allait en deçà, ça réduirait le niveau de concurrence. Là, par exemple, il est inimaginable d'avoir un duopole sur les Antilles. C'est un marché de 2 800 000 passagers par an. Vous ne pouvez pas envisager un duopole. C'est pour ça d'ailleurs que l'État français s'est engagé aux côtés de Corsair. Donc je pense que ce sont des lignes qui méritent un certain niveau de concurrence. La concurrence a du bon pour le client. C'est une émulation par les prix, c'est une émulation par le confort, c'est une émulation par les vols. Il y a un deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'on joue un rôle important pour le développement de l'emploi français. Je rappelle, ce n'est pas les compagnies aériennes qui desservent la France, étrangères qui sont créatrices d'emplois. C'est bien ce qu'on leur reproche. Et tout le déclin du pavillon français, le déclin d'Air France depuis 20 ans, ça ne s'est pas concrétisé par une création d'emplois français ailleurs. Donc que ça soit dans l'intérêt du consommateur ou dans l'intérêt du marché de l'emploi en France, il faut des compagnies aériennes à côté d'Air France qui soient le plus prospères et le plus dynamiques possible. Vous visez, je crois, le retour à l'équilibre en 2023. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif que vous allez pouvoir tenir ? Écoutez, je l'espère, mais comme je vous dis, là, pour l'instant, pour reprendre le jargon aéronautique, on fait vraiment du pilotage à vue. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on se prépare à une deuxième année extrêmement déficitaire. Et donc, effectivement, on a besoin de connaître le cadre. Et puis, alors après, vous savez, imaginons qu'on ait un rebond durant cet été. Quel sera le contexte sanitaire à la rentrée ? Bon, on parle de variants, etc. Donc, je pense que de toute façon, il va falloir qu'on s'habitue à vivre durablement avec la Covid, avec les variants, avec le sujet de vaccination. Donc c'est pour ça, autant s'y préparer le plus possible. Et vous avez l'impression qu'il va falloir garder une voilure réduite encore longtemps, pour le coup ? Même alors si vous remplissez, alors nous, on avez de nouveaux avions et voilà. On ne mise pas sur la voilure réduite parce qu'on aura, donc on est en phase d'augmentation de la flotte assez sensible et on prévoit de l'utiliser au maximum ou quasiment au maximum de ses capacités. Donc c'est un pari sur l'avenir.
on s'adaptera. Là, sinon, de toute façon, vous savez, quand on est dans le transport aérien, on passe son temps beaucoup de temps en tout cas, à gérer des crises, des événements imprévus, etc. Donc voilà, c'est dans notre ADN que d'avoir une très bonne capacité d'adaptation. Merci beaucoup Pascal Deizaghi. Merci. Vous êtes le PDG de Corsair. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant en ligne avec Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? C'est qui le patron, une marque d'agroalimentaire lancée il y a 5 ans avec un fonctionnement très particulier de consommateurs sociétaires qui décident à la fois des produits et des prix de ces produits. Nicolas Chaban, bonjour. Vous avez commencé avec le lait. Aujourd'hui, vous commercialisez une trentaine de produits. Votre chiffre d'affaires atteint les 100 millions d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment d'abord que la crise a renforcé la prise de conscience des consommateurs qui avaient finalement un juste prix à toute chose? Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on se rend compte que, en temps de crise, on a un peu tous le même réflexe. Il y a une crainte. Et au niveau de ces actes d'achat, on a tous envie de se dire que cet argent pas facile à gagner dans un contexte comme celui-là, il est utilisé pour finalement faire des choses bien. Il faut qu'il y ait un impact positif à son acte d'achat. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que je vous donne quand vous êtes un fabricant? Ça devient quoi? Ça résonne comment? Est-ce que le petit producteur gagne sa vie? Est-ce que les impacts environnementaux, le bien-être animal sont respectés? C'est important, dans une période de crise, de redonner encore plus de sens, notamment à ces actes d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas très familiers de votre mode de fonctionnement, comment est-ce que vous décidez des lancements des produits et ensuite de leur prix? Alors c'est un principe collectif, viscéralement, fondamentalement. C'est une coopérative de consommateurs et chaque produit est créé à partir de quelques questions, 6-7 questions. On a différentes possibilités à chaque fois. Un exemple simple, est-ce qu'on laisse le cours du lait pour le producteur au niveau du cours mondial? Alors bon, mais c'est pas rentable, le prix ne bouge pas dans ce cas-là, mais le producteur évidemment ne gagne pas sa vie. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes par litre? Pour le lait, c'était ça, qui vont lui permettre de vivre de son métier. Là, on voit le prix de base de départ, 69 centimes, c'était ça pour le lait, qui passe à 77 centimes. Est-ce que j'enlève les OGM de l'alimentation? Bon, je fais ce choix, alors 5 centimes de plus, 77, 82, et ainsi de suite. En fait, pour la première fois, nous, consommateurs, on a pu réécrire l'histoire et le cahier des charges du produit en ayant un œil direct sur le prix, puisqu'au final, vous avez même le prix voté conseillé, parce qu'on ne peut pas l'imposer bien sûr, mais qui est présent sur chaque produit. C'est le résultat de ce que le bon sens, la bienveillance un peu collective, quand on s'empare du sujet de la façon dont est fait un produit, et notamment le sort du producteur, c'est le résultat de ces votes collectifs. On a plus de 180 000 votes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les distributeurs comprennent peut-être un peu mieux le discours que vous portez qu'il y a 5 ans? Ils le comprennent, je crois, depuis le départ, mais après, c'est toujours la question de se dire, attendez, on se rappelle au début, on a entendu ces phrases et c'est normal, mais vous savez, entre ce que le consommateur dit et ce qu'il fera, mais il fallait déjà commencer par le faire pour se rendre compte de la réalité ou pas de cet adage qui a longtemps un peu tout empêché, en parlant de la fameuse schizophrénie du consommateur. C'est pas vrai, le consommateur, c'est pas un peuple lointain qu'on ne connaît pas, c'est vous, c'est nous. Quand vous mesurez que quelques centimes de plus, 3 fois rien, on essaye toujours de rappeler les mêmes choses, mais c'est 4 € par an. Voilà ce qu'il faut rajouter sur toute sa consommation de lait annuel pour que le producteur respire et vive. Sur le jus de pomme, c'est 1,60 €. Sur la farine, 1 an, pour que les producteurs de blé français gagnent leur vie, c'est 80 centimes. C'était pour la première fois la capacité de mesurer ça. Et les distributeurs, au-delà de comprendre ou de vouloir des choses, ils regardent aussi ce qui fonctionne. Et le lait des consommateurs, créé par les consommateurs, en soutien aux producteurs, c'est devenu un succès immense. Mais le beurre bio également, qui est le beurre bio le plus vendu de France, le beurre bio c'est qui le patron, les œufs battent des records de vente. Donc finalement, même si on est très humble, parce qu'on ne savait pas non plus ce que ça allait donner, mais quand ça marche, tout le monde s'empare un peu finalement d'un phénomène qui fonctionne. Donc c'est encore pas assez pour aider tous les producteurs, mais on a fait la preuve que ça fonctionnait.
Justement, comment est-ce que vous vous assurez qu'ensuite l'argent revient bien aux producteurs? Parce que cette espèce de ruissellement qui nous avait été promis, notamment par la loi Egalim, on a vu que ça n'avait pas forcément hyper bien marché. Comment est-ce que vous êtes sûr que chaque centime de plus que le consommateur va payer, il va bien dans la poche du producteur? Ça, c'est un élément clé. Aussi important que d'avoir créé les cahiers des charges, on s'est dit, alors que c'était notre propre marque, ce qui est un peu étonnant quand on est consommateur et qu'on crée sa propre marque, on se dit, attends, il faut être sûr que chaque point voté est une réalité. Et là, comme on est maintenant 10 500 sociétaires, il y a 16 millions d'acheteurs, mais il y a 10 500 sociétaires ambassadeurs dans toutes les régions de France qui prennent des jours de congé pour donner du temps. Ben, cette famille-là, elle est allée voir chez les fabricants, elle est allée voir chez les producteurs dans des visites tout à fait même libres et spontanées en récupérant les coordonnées. Allô, voilà, je consomme ce lait, ce jus de pomme. Est-ce que c'est bien vrai ce qui est marqué sur la brique de lait? Est-ce que votre vie a changé? Est-ce que c'est un petit peu... Quand vous avez un producteur les yeux dans les yeux qui vous dit mais j'ai plus du tout la même vie, je respire et je peux enfin avoir des nuits normales. Ce témoignage-là, il vaut tous les contrôles qui étaient finalement pas très connectés aussi directement entre le producteur et le consommateur. Donc oui, on vérifie tout, voilà. Et c'est pas nous, hein, l'équipe de C'est qui le patron, hein, c'est le lundi matin, on part voir le beurre barat, le cahier des charges, chaque point est contrôlé. Les 10 premiers qui s'inscrivent se retrouvent sur le quai à 6 h du matin, on se dit bonjour, on se connaît pas. Mais c'est aussi cette vérité-là assez spontanée qui a fait, je pense, une part du succès. Et alors, la suite, c'est comment est-ce que vous choisissez les producteurs avec lesquels vous travaillez? Parce que si vous promettez effectivement de mieux les rémunérer, mais tout le monde doit avoir envie de vous fournir des matières premières. Vous n'avez que des bonnes questions parce que c'est le principal problème qu'on rencontre quand quelque chose fonctionne et que ça aide aujourd'hui plus de 3000 familles. On a envie, nous, d'aider un maximum de familles. Mais pour ça, il faut que les volumes grandissent encore. Alors, c'est très difficile parce qu'on en est à plus de 270 millions de produits vendus. C'est complètement hors norme le succès de cette initiative collective qui, encore une fois, est due à la mobilisation de tous. Mais il faudrait encore 10 fois plus de ventes pour aider encore plus de gens. Mais on y croit, hein, parce qu'on n'est pas dans tous les magasins de France, rien que ça. On est parmi les produits des catégories. Donc, quand les producteurs nous appellent, on leur explique que le partenaire qui permet aussi de créer le beurre bio, le jus de pomme, la confiture, le miel, le lait, a lui-même ses producteurs. Et on l'a fait sur le lait. Il y avait 80 familles initiales qui ont été sauvées en 3 mois, alors qu'on espérait arriver sur 3 ans. On a eu tellement de lait acheté et de lait équitable qu'on a pu en faire profiter 500 autres familles. Et petit à petit, on essaye comme c'est un maximum de gens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr. Vous avez décidé de pousser cette logique de redistribution encore plus loin, puisque l'année dernière, vous avez donc reversé la totalité des bénéfices à des actions de solidarité. Est-ce que là aussi, vous avez vu un impact sur vos ventes? C'est-à-dire le fait de dire on va reverser vraiment à des actions de solidarité, ça a boosté comme ça vos volumes? Oui, on l'espérait pas autant parce que ça n'a pas d'abord été fait pour ça a d'abord été fait pour aider les gens puisqu'on a créé, pour rappeler la petite histoire, premier confinement, les ventes s'envolent, les œufs, le beurre, le lait, tout le monde va dans les supermarchés acheter ces produits. On était nous aussi fournisseurs de ces produits. En un mois, 300 000 € de plus. On s'est dit, et c'est l'avantage d'être une marque de consommateur, sans actionnaire, sans redistribution de dividendes, puisque tout reste dans le circuit là, de l'initiative, on s'est dit on ne va pas garder cet argent alors que d'autres souffrent. Il va y avoir une famille de gens qui gagnent dans une crise globale et d'autres qui perdent. Donc on les a rendus et on a créé un fonds, le fonds de solidarité des consommateurs et citoyens. Et ça a tellement retenu l'attention que les partenaires sont venus amener une partie de cet argent gagné en conséquence de la crise. Et à la fin de l'année dernière, on s'est dit mais on a des moyens pour le faire. C'est l'année cruciale où il y a des commerçants, des indépendants, des restaurants. Tout le monde est en grande difficulté. On a cet argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller aider tous ces gens partout en France dans un système original où c'est les citoyens qui repèrent autour de chez eux des gens en difficulté, qui s'assurent que les centimes, comme vous le disiez tout à l'heure, vont bien au bon endroit. Et miracle, et ça c'est fabuleux, et si ça peut inspirer d'autres gens et d'autres fabricants, le fait d'avoir repartagé cette valeur,
le fait d'avoir des produits où quand tu les achètes, au-delà du producteur, il y a quelques centimes qui vont aller aider quelqu'un en difficulté autour de chez toi, peut-être, pourquoi pas quelqu'un de ta famille, pourquoi pas un jour toi d'ailleurs, eh bien ça a fait exploser les ventes. Il y a eu 113% de progression. C'est une tellement belle et saine histoire que on est très heureux, quoi, et on espère que ça va continuer. Mais au-delà de nous, on est petit à l'échelle du monde agroalimentaire. Vous vous rendez compte, si on pouvait inspirer des plus grands acteurs qui font partie de cette valeur. Il y a une consoeur d'une autre chaîne qui a dit récemment, mais finalement, quand on partage de la valeur, on crée de la valeur. Et c'est vrai, je crois que vous vous rendez compte. Si on n'avait pas partagé autant, est-ce qu'on aurait vendu autant de produits ? Donc il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis. Il y a peut-être l'idée qu'il faut d'urgence partager. Et j'espère que demain, les marques qui partageront, en rendant très clairement identifiable le fait qu'elles partagent, vendront plus que celles qui ne sont pas dans cette dimension collective. On entend bien que le succès de la marque C'est qui le patron, fait en plus sans aucune publicité, dépasse ce que vous avez sans doute imaginé il y a 5 ans. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Sur quel terrain est-ce que vous avez envie d'aller ? Vous voyez, cette question, elle est étonnante parce qu'on ne va que sur les terrains qui sont décidés collectivement par des votes. Vous savez, le reversement des bénéfices, par exemple, c'est le résultat d'une consultation des sociétaires. 98% des gens ont dit oui, on souhaite que cet argent capitalisé puisse aller aider d'autres gens. Donc, je peux vous dire qu'une chose, c'est on ira là où le bon sens, là qu'on partage tous dans ces moments de décision collective nous amènera. Mais il y a déjà des décisions qui ont été prises, je peux vous en parler. C'est que tous les cahiers des charges des 30 produits là, qui ont été créés, à partir des votes, de cet instinct naturel du consommateur qui trouve un équilibre entre une amélioration du cahier des charges et le prix qu'il est prêt à payer. Et on s'est dit, on les ouvre à tous les autres fabricants. Nous, on n'est pas une marque, on ne veut pas devenir Coca-Cola, on ne veut pas vendre des millions de produits. On veut que les valeurs qui sont importantes pour nous se retrouvent dans un maximum de produits. Donc, et ça y est, miracle encore de cette aventure toujours un peu miraculeuse, c'est que des fabricants là nous ont appelés en disant ok, on va mettre des œufs dans nos madeleines qui seront issus du cahier des charges équitable, qui protège les producteurs, qui évitent des colorants pour rien. Enfin, ils reprennent un peu ces attentes de consommateurs et ils vont en faire un ingrédient d'un de leurs produits qu'on connaît sous d'autres marques. Et c'est comme ça qu'on pourra changer d'échelle et c'est en train de se faire là, actuellement, en ce moment. Nicolas Chavannes, fondateur de C'est qui le patron, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, nous, on se retrouve vendredi prochain. Et puis d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.